Bonsoir, chers téléspectateurs de Zouk Télévision. Merci de nous accueillir chez vous ce soir. Et j'ai encore une nouvelle fois, avec plaisir, la lourde tâche de remplacer Emmanuel Granier, ce que je vais tâcher de faire avec nos chers chroniqueurs. Donc, remerciement à Grégory pour la réalisation. Je vais tout de suite dire bonsoir à Michel Branchi. On lui posera la question de savoir comment il va. Mais ça va. J'ai quand même pris un coup de massue dimanche, lorsque j'ai ramené les résultats au bureau central de Fort-de-France. Mais enfin bon, je m'en suis remis depuis. Voilà, on aura l'occasion d'analyser les raisons pour lesquelles il y a eu un coup de massue. On va essayer d'expliquer tout ça à nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. Le kiosque qui fait pour ça. Donc. Philippe Saint-Cyr, bonsoir et bienvenue au kiosque. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien. Bonsoir aux chroniqueurs, chroniqueuses, téléspectateurs, téléspectatrices. Charles, je suis un peu rassuré, sinon même très rassuré, puisque la dernière fois, je me plaignais du fait que nous n'avions pas de représentation des dames. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir bébé avec nous. Donc, je suis beaucoup plus serein, car j'avais quelques craintes si nous continuions sur cette pente-là. Par contre, pour la deuxième aspect avec Michel, oui, quand il m'a transmis les résultats dimanche matin, j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours. Absolument. Très bien, on est content de t'avoir aussi. Carl, on va garder le meilleur pour la fin, bébé à la fin. Carl, comment vas-tu? Et puis, quelle est ton actualité? Ça va. Mon actualité, c'est, évidemment, le premier tour. J'ai beaucoup trituré les chiffres dans tous les sens, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se dit. Alors, quand je ne suis pas d'accord, j'essaie d'avoir des éléments plus précis. Et puis, quand même, je m'intéresse beaucoup quand même à ce qui se passe en Ukraine. Et j'essaie d'avoir le maximum d'informations. Je recoupe. Évidemment, je prends ce qui est donné dans les chaînes de télévision auxquelles on a accès, mais j'ai plusieurs sites que je consulte, notamment qui ont des cartes. Stratpol, il y a un dénommé Castel et Juan Castel, ce sont des Français. Hein. Il y a une prof de fac qui est à Moscou. Enfin bon, pour celui qui veut chercher, il y a moyen de trouver, de varier les sources d'informations de manière à ce qu'on puisse avoir une vision peut-être un peu plus contrastée, parce que c'est nécessaire. Très bien. Et enfin, Béatrice Bellé, représentante du Parti Socialiste, qu'on a le plaisir de recevoir de nouveau, parce qu'elle a été demandée à corps et à cri par les téléspectateurs, mais aussi par les chroniqueurs. Donc on est très heureux de t'accueillir de nouveau. Comment vas-tu et quelle est ton actualité cette semaine? Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs, et puis bonjour à mes amis chroniqueurs qui m'ont beaucoup manqué. Donc je suis très heureuse également de vous retrouver. Mon actualité, je crois que politiquement, évidemment, c'est celle de tout le monde. Ce sont les résultats, en tout cas la fin de cette campagne présidentielle et l'élection d'Emmanuel Macron. Évidemment, les chiffres particuliers, historiques, en beaucoup de choses, de la Martinique. Voilà, donc assez choquée parce que je suis une fervente militante depuis longtemps de lutte contre l'extrême droite, et donc je pense qu'il va nous falloir décoder tout ça. Et j'espère pendant ce moment que nous allons participer à ce décodage un peu. Voilà, écoute, c'est exactement ce but, cet objectif que nous nous fixons aujourd'hui. Et donc nous allons effectivement commencer cette émission par le premier thème. Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58,8% des voix, face à Marine Le Pen, 41,2% des voix. Donc je vais passer la parole à Michel Branchi pour lui poser la question de savoir quel commentaire il peut faire. Et puis ensuite, on va, au fur et à mesure de la discussion, rentrer dans quelques aspects un petit peu plus précis. Alors d'abord, généralement, quel est ton sentiment? Bon, disons que la première chose qui frappe, c'est la différence qu'il y a entre le résultat qu'il y a en France et le résultat qu'il y a dans ce qu'on appelle les 10 Outre-mer, pris globalement, excepté peut-être la Polynésie française. Bien. En clair, Macron l'emporte, alors un peu moins, avec un écart moins grand qu'en 2017, bon, mais enfin avec 58% des voix quand même. Bon. Alors certains ont même lancé
un procès en illégitimité. Bon, ça, moi je pense que c'est un débat franco-français. Hein. C'est mon point de vue. Bon. Et puis, le fait que dans les Outre-mer, la population a voté massivement pour Le Pen. Martinique, 60,87%, Guadeloupe, 70%, etc., etc. Bon. Alors, la première observation, comme ça, de manière à l'état brut, les chiffres, les Martiniquais ont accordé 65 000 voix au candidat Mélenchon, qui est classé à l'extrême gauche. Je dirais qu'il est classé, c'est un candidat qui a un programme quand même de justice sociale. Au premier tour, donc. Au premier tour. C'est un candidat qui avait un programme de justice sociale, de blocage des prix, et même de réformes structurelles comportant notamment ce qui nous intéresse beaucoup aux Antilles, la désobéissance à l'égard de l'Union européenne en ce qui concerne la libre circulation des marchandises. Hein. Et on est passé donc de 65 000 voix à Jean-Luc Mélenchon à 73 000 voix pour Marine Le Pen. Alors je dis tout de suite qu'il est un candidat, malgré les efforts qu'elle s'est donnés, d'apparaître comme le candidat du pouvoir d'achat, sans dire, sans chiffrer. Bon, tous les analystes disent que son programme n'était pas chiffré et ne tenait pas la route, était inapplicable. Bon. Et s'agissant de l'outre-mer, j'ai pris la peine de lire les 20 pages de son livret et de l'éplucher, écrit par un certain Rouget, un certain Rouget, qui est un ancien directeur de cabinet de Debré. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Debré, c'était le ministre de Gaulle qui avait été envoyé à La Réunion pour battre les autonomistes à l'époque du Parti communiste réunionnais en la personne de Paul Vergès. Bien. D'accord. Bien. Autrement dit, c'est un programme colonialiste qui ne fait aucune part, à aucune idée de décentralisation, quelle que soit. D'ailleurs, elle est contre l'autonomie de la Corse. D'accord. Bon, bien. Donc, alors, les Martiniquais ont voté pour cette candidate. Bon, c'est ça l'image que je retiens, moi, au premier abord. Alors, je ne rentre pas pour le moment dans les explications. Je constate. Alors, je ne condamne pas. Et je pense que ce que nous avons à faire, nous, en tant que chroniqueurs, c'est d'essayer de comprendre. Absolument. Voilà. Philippe, alors, bien sûr, on fait un commentaire général d'abord, et puis ensuite on va rentrer dans les explications. Oui. Je suis en général avare de mots, tu sais. Ce que je voudrais dire, c'est que, au niveau global et général, on a échappé à l'extrême droite. Okay, pour moi, c'était ma hantise forte. Et ça, c'était difficile à admettre. C'est un acquis. J'irai plus loin, au risque de me faire critiquer, mais j'irai plus loin. Bon, et donc, M. Macron est élu largement, honorablement. Je ne vois pas, on affirme, n'est-ce pas, qu'il est le plus mal élu, mais enfin, ce sont des critiques politiciennes dont on a l'habitude. Mais j'irai jusqu'au fond, je suis franc, je vais jusqu'au fond de ma pensée. Mais il est élu, il est bien élu. Bon, il a un programme, nous verrons ce que cela donnera. Bon, si moi je suis un homme de gauche, mais tout ne me plaît pas. Mais il y a quelque chose qui me rassure. C'est que quand même au niveau international, il aura une statue. Il a été bien élu. Et nous sommes dans un contexte, à l'heure actuelle, extrêmement grave. Ce qui se passe en Ukraine, je pense que Karl va le dire tout à l'heure, moi je suis profondément inquiet parce qu'il me semble que l'impérialisme américain se met en marche.
Et là, je ne suis pas serein et je suis quelque peu traumatisé. Ce qui fait que Je bois du petit lait. D'accord. Non, mais le mot impérialisme, excuse-moi, avait été banni du langage. Bon, mais non, mais historiquement, c'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'impérialisme, c'est historique, ça. On va y revenir. Oui, de toute façon, je ne suis jamais véritablement opposé à toi, Michel. Hein. On n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, les mêmes sensibilités. Non, bien au contraire. Il y a bien sûr le thème de l'Ukraine à aborder. Donc, je vais demander à Béatrice Bellé de commenter. Alors, la petite précision que je voulais apporter, c'est qu'en 2017, Marine Le Pen avait fait 33%. Aujourd'hui, elle passe à 41,2%. Est-ce que tu as une appréciation générale à faire avant de... Oui, bien sûr, et Michel a commencé à le dire, je crois qu'il faut analyser et pas critiquer ou jeter l'opprobre, même s'il faut qu'on se regarde, le peuple martiniquais doit se regarder dans sa conception de la politique et des courants, des idéologies, des idéaux même qui animent les partis et les personnes qui les représentent. Moi, je tiens quand même à le dire et à le répéter, je dirais autant de fois que ça sera nécessaire, parce qu'évidemment, j'ai reçu quelques appels d'amis de l'international qui vivent ailleurs, notamment des amis qui sont en Amérique du Sud, certains en Afrique et tout ça, et qui ont été très étonnés et qui m'ont dit, mais on n'a pas capté à quel moment l'ambiance chez toi a changé, comment vous avez fait pour aller voter pour un parti d'extrême droite, vous, afro-descendants, ayant subi l'esclavage, la déportation et tout ça. Bon, donc on a essayé de me faire quand même une petite leçon en me disant j'appartiens à un peuple qui semble être touché par une certaine schizophrénie. Et moi de répondre, en fait, 70% des électeurs, donc des personnes inscrites sur les listes en Martinique, n'ont pas voté pour l'extrême droite. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose de fait. Ça veut dire qu'une grande majorité des électeurs de Martinique n'ont pas fait ce choix. Après, décrypter le choix qui a été fait, moi j'en suis sûre et persuadée. Je vois dans la construction au deuxième tour des deux camps, Macron et Le Pen, la même quasiment que celle de la politique vaccinale, en tout cas de la vaccination en Martinique, à peu près quelque chose d'assez similaire sur le taux de vaccination. Et puis finalement, donc, les personnes se sont aussi, parce que c'était quelque chose de cristallisant, dit peut-être que Marine Le Pen ayant annoncé qu'elle allait supprimer le pass vaccinal, le pass sanitaire, Macron ayant dit qu'il le suspendait, certaines personnes auront peut-être dit que c'est un moyen pour eux de regagner une liberté qu'ils estiment avoir perdue. Et puis, je crois que la période de crise des 2 ans a été particulièrement sensible et a fait monter aussi cet esprit de défiance. Donc en bon créole, on va dire que nous allons briller en caille pour un rat, très clairement. Et puis ma troisième analyse, parce que j'essaye d'être synthétique, c'est quand même de dire que je suis malgré tout inquiète, parce que le deuxième tour peut se justifier par les motifs que je viens d'évoquer. Par contre, le premier tour, on a quand même 22 633 voix cumulées pour les partis d'extrême droite. Tout à fait. Bon. Et à mon sens, ça, c'est un marqueur qu'il faut qu'on réfléchisse, notamment dans les partis qui participent de la démocratie. Nous avons peut-être manqué de vigilance sur ce qui a été aujourd'hui la montée et le partage de verbatim, enfin de propos, pas nous, mais dans la population, de propos empruntés à l'extrême droite. Très bien, merci beaucoup Béatrice. Alors Karl, pour poursuivre dans l'analyse, toujours, le Fonds républicain a marché en France, mais pas en Martinique. Quelle est ta réaction? Bon, d'abord, je m'attendais à ce résultat. J'ai dit jeudi dernier en partant à Emmanuel Granier que, vu la manière dont se déroule la campagne, au lieu de dissuader les électeurs de voter pour l'extrême droite, on va les conduire à le faire. Bon. Je ne suis pas créboiseur, je dis ça tout de suite pour nos téléspectateurs. Je ne vais pas faire séance. Pas ça. Simplement, non, pas ça. Non, je n'ai jamais appris et je ne crois pas avoir ça dans les gènes. Simplement,
Bon, il se trouve, j'ai de la chance, j'habite dans un petit quartier très rural du Chêne au Aubert, c'est la campagne qu'il a, hein, c'est pas... Donc j'écoute ce que les gens disent, je regarde comment ça fonctionne. Et mais les gens que je rencontre, c'est ce que j'entends. Cette espèce d'énervement, les gens sont énervés, exaspérés. Alors ils sont exaspérés pour un tas de motifs. D'ailleurs, ils ne sont pas en mesure toujours de verbaliser, de dire. Tout à fait. Mais manifestement, ils ne sont pas contents. Et c'est vrai que cette affaire de pandémie, et la manière dont les choses étaient traitées, je vous signale qu'avec 1800 cas, normalement, au début de la pandémie, nous confinons. Normalement, nous n'étions plus confinés là. Nous n'étions pas même tout pour ici, au soir. Tu parles aujourd'hui là? La doctrine a changé. Bon, ben là, si l'on va là-dessus pour le pencher, que tu préfères pas dire confiner. Puisque pour moins de cas, nous sommes cas confinés. Donc, tu vois, les gens ne sont pas cons quand même, hein. Ni bagaille, ils n'ont pas qu'à comprendre. Ils ont dit, bon, vous avez fait djin et puis nous. Donc, c'est ça que j'entends. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis simplement que je m'attendais à ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai qu'il faut quand même... Alors, c'est vrai qu'elle a fait des voix, mais tout de même. Moi, j'ai compté le nombre de voix de Marine Le Pen et tout sur le... J'ai ramené tous les résultats en pourcentage des inscrits. Des inscrits. Elle fait 5,41% des inscrits, globalement, au premier tour. Bon, c'est trop, c'est 5% de trou. Mais c'est 5%. Alors, évidemment, quand je vois qu'arrive un pilote, son score est augmenté de 577%. Entre le premier et le deuxième tour. Entre le premier et le second tour. Au Lamentin, enfin, j'ai tous les chiffres, hein, j'ai passé mon temps à faire ça. Commune par commune. J'ai même poussé le toupet à chercher s'il y avait des reports de gauche vers Marine Le Pen, de droite vers Marine Le Pen. Mais pour ça, il faut avoir accès au lycée électoral et m'arranger pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop en parler parce que ce serait faire des plans sur la comète et tirer des conclusions à partir de choses qui sont beaucoup trop ténues. Donc voilà, je pense que j'ai... Alors je ne suis pas dans... Bon, j'ai lu des gens qui disent que c'est un désastre. Ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. Il y a une réaction des électeurs, d'une partie d'entre eux, en tout cas ceux qui se sont exprimés, qui est celle-là. Je m'y attendais, je ne suis pas d'accord, mais je m'y attendais. Et ma question est, mon problème c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, comment faut-il se comporter pour que ça n'arrive plus. Très bien. Ou que ça régresse, c'est tout. D'accord. Maître Philippe Sassir. Donc, par rapport aux propos introductifs de nos chers chroniqueurs, moi j'ai envie de donner la parole à la défense. Est-ce qu'il y a des éléments qui te permettraient de défendre un pareil vote? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous faire partager? Voilà. Enfin, d'une certaine façon. Oui. Quand tu m'as transmis les résultats le dimanche matin, donc Guadeloupe et Guyane, Martinique, elle a pété tête même. J'ai dit ce n'est pas possible que ça soit ainsi. Et elle dit c'est pas possible. Où est-on? On fait injure à nos ancêtres, on trahit Césaire. Puis je me suis dit, mais dans les cimetières, il doit y avoir un sacré remue-ménage, mon vieux. Ok? Nos anciens doivent se retourner dans leur tombe. Et j'ai réfléchi. Et avoir une vision aussi dure, ce n'est pas être tout à fait honnête vis-à-vis de nos compatriotes. Je m'explique. Pourquoi ces différents pays ont voté exactement de la même façon? Et il faut se poser la question. Ok, moi je me suis posé la question, mais il s'est dit, il faut pouvoir expliquer ce qui se passe. Et je prends mes précautions avec les réseaux sociaux. J'ai trouvé une idée d'explication, mais ce n'est pas la justification. D'accord? Soyons clairs et précis. Mise en garde. Ça s'explique. Comment ça peut s'expliquer, monsieur? Moi, je vois dans ce vote un vote de colère.
de rage, l'expression de la souffrance, la volonté d'avoir la justice. Enfin, il faut donc, j'ai toujours une formule, vous savez que les faits sont très intelligents, mais il faut savoir les lire. Bon. Et d'où ça va? Mais mettons, nous sommes antillais-guyanais, nous sommes en état de souffrance, je le dis, et je fais le listing des problèmes. Nous avons le problème des transports. Le TCSP, ça a été une comédie. Les grèves permanentes, n'est-ce pas? C'est nos pauvres compatriotes qui attendent le transport. Rien n'est dit, ils sont là. Bien. Il y a le problème des sargasses, ok, qui continue et qui s'aggrave, alors que sur certaines côtes de outre-Atlantique, Bretagne. Je ne sais pas, oui, ok, cela se règle. Bien. L'eau. La chlordécone, mais c'est fantastique là, n'est-ce pas? C'est une injure qui nous est faite. Mais cela est insupportable, surtout qu'on parle de prescription. Et j'avais cette discussion avec Karl. Et s'agissant de la prescription, je disais que la solution, puisqu'on nous met la prescription dans la figure, Parlement. Article 2, on peut faire des lois rétroactives, on fait tomber la prescription. Et je m'aperçois qu'il y a un mouvement pour ça. Qui se met en marche. Les déchets. Alors là, on va en parler. Pas moi, pas maintenant. L'eau. Messieurs, le problème du pass sanitaire, le manque de communication. Enfin, ça fait pas lourd. Très lourd. Ça ne fait pas lourd. Et les prix. Hein? Ça fait pas lourd. Et puis, tu as si tu veux, ce qui m'a véritablement interpellé, c'est ce passage unanime de l'extrême droite à l'extrême gauche. Tout à fait. Sans une signification et sans un sens profond. C'est le vote de la colère, c'est le vote de la rage. Et je crois qu'il faut le voir ici. Et bien sûr, je crois que cela aura des répercussions. Parce que ce vote-là ne peut pas passer, n'est-ce pas, comme ça, c'est pas vrai. On en parle partout. Et beaucoup de gens là-bas disent pourquoi ce vote se fait ainsi. Ok, maintenant c'est à nous d'en tirer bénéfice. Alors le prix est lourd, hein, puisque nous apparaissons comme le porte-étendard, le porte-drapeau du Rassemblement national. Et à partir de là, le Rassemblement national dit, mais l'autre, nous ne sommes pas racistes. Regardez, nous avons des électeurs dans ces régions ultra-périphériques. Les ultramarins ont voté, n'est-ce pas, de façon fantastique. Tout à fait. Mais je tiens à dire, et je le dis haut et fort, ce vote, il s'adresse non seulement au gouvernement central, mais il s'adresse à nos politiques. Et je le dis haut et fort, il faut qu'on l'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'ils se penchent sur ces problèmes et qu'ils trouvent les moyens de pouvoir les régler. Alors je vois qu'il y a beaucoup de candidats aux législatives. Ils viennent, ils sont candidats, ils sont candidats. Mais il faut avoir des projets. Et je ne dirai pas toutes mes idées, pas toutes, plus tard le reste. Et on a un certain nombre d'éléments qui nous permettraient de façon très simple de nous mettre en situation de veille et de faire des propositions. Alors bien sûr, il y a l'initiative qui est prise par la CTM, mais je termine. Hein. Je dis simplement ceci. Ce qui m'a toujours frappé au niveau parlementaire, c'est qu'on n'a jamais, pour nos régions ultra-périphériques, ultramarines, mis en place une sorte de structure de veille législative. C'est-à-dire pouvoir étudier les textes qui sont en préparation, voir les conséquences que ça peut avoir, et aussi, n'est-ce pas, avec une mission permettant de proposer des textes par rapport à certaines problématiques. Il y a d'autres, à partir de l'intelligence artificielle, j'ai d'autres propositions à faire, mais je n'en ferai pas plus. Voilà mon sentiment. C'est un vote de rage, c'est un vote de colère, il faut que l'on en tienne compte. Très bien.
Béatrice, comme j'ai vu Béatrice commencer à réagir, je vais te donner la parole pour compléter un petit peu. Oui, non, mais je complète. Moi, je l'ai écrit, je pense profondément, et parce que j'ai vu des condamnations, j'ai vu des gens qui avaient honte et tout ça. Mais je crois qu'il faut avoir honte aussi de ce que nos compatriotes vivent. Quand on dit 30% de pauvreté, on doit avoir honte d'être au 21e siècle sur une île où on a tant de richesses, parce qu'on cumule aussi, malgré tout, sur notre petit territoire, le plus de personnes taxées à l'ISF. Hein. On doit avoir honte aussi de ne pas être en capacité d'offrir en effet un service public de transport. Je rappelle que le droit c'est un droit de se déplacer, et les services publics doivent pouvoir répondre à ce droit qui doit être fait à nos concitoyens. Et puis il y a d'autres critères, c'est-à-dire que peut-être que en effet la Martinique et les Martiniquaises et Martiniquais sont très décents dans leur misère, mais vous avez vu les prix. Écoutez, moi, je gagne très bien ma vie. Sincèrement, je serai la dernière à me plaindre. Je gagne bien ma vie. Mais je vous assure que je compte tout. Tout. Je compte tout. Je regarde tous les prix, au litre, au kilo, je compare. Déjà que j'ai jamais aimé aller au supermarché. Mais là, pour moi, c'est une épreuve quand j'y vais, parce que je ressors aujourd'hui avec un cabas, et je ne fais pas de folie, je vous dis que je regarde. Donc je ne suis pas en train d'acheter du foie gras, du saumon et tout ça, hein. C'est des pâtes, des fois je mange pas beaucoup de viande, donc j'achète très rarement même de la viande fraîche et même parfois du poisson frais, mais je m'en sors obligatoirement avec un cabas, avec 100 € sous le bras. C'est un cabas sous le bras. Et je me dis là, mais comment font mes compatriotes qui ne gagnent pas ce que je gagne ? Et quand ils ont 3 enfants, qu'ils ont 2 voitures obligatoirement parce que la femme travaille d'un côté, le mari travaille de l'autre, qu'ils n'ont pas accès à des logements à loyer modéré parce que malheureusement il faut être très pauvre pour avoir accès au HLM en Martinique, puisque vous le savez, le seuil en Martinique, les personnes qui sont légèrement au-dessus du SMIC n'ont pas accès aux logements sociaux, sauf ceux qui y étaient depuis longtemps, ils payent un différentiel. Et je me dis, mais il faut qu'on se regarde, je suis comme Philippe, je me dis, et je le dis, il y a un message fort aux politiques et aux élus martiniquais qui, je l'espère, vont avoir une parole politique forte ensemble pour dire, il y a une révision à faire dans la construction de nos politiques publiques qui ne sont plus en mesure de montrer à nos compatriotes qu'elles sont en capacité d'améliorer leur quotidien. C'est une réalité. On a un problème, je suis désolée. Ce n'est pas normal que ça fasse 20 ans qu'en France hexagonale, on paye la fibre à 30 € et qu'en Martinique, alors qu'elle arrive, que ça a été le fruit de financements locaux, européens, on soit à 60, si tu n'as pas 70 € pour avoir la fibre chez toi, tu ne l'as pas. Bon, donc il y a un moment où oui, comme le disait Karl, les personnes n'arrivent pas obligatoirement à exprimer précisément ce qui ne va pas. Elles n'arrivent pas à dire, moi j'en parlais à des amis, quand quelqu'un entend, quand nos compatriotes entendent qu'il y aurait, vrai ou faux, je vais pas, il y aurait une histoire de détournement de 40 millions d'euros sur un établissement public. Ben les gens, ils font le calcul. Alors, ils vont pas le faire précisément. Mais ils se disent 40 millions, on est 400 000, ça fait 10 000 € volés par habitant. Entre guillemets, potentiellement. Vous croyez que les gens, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une rage, il n'y a pas quelque chose qui s'exprime, et puis on nous dit ça, et puis on n'entend plus parler de rien. Alors moi, ma rage, sincèrement, j'aurais été très fière, parce que je comprends cette rage, que l'on l'ait manifestée par une abstention record. J'aurais adoré qu'on dise la Martinique, peut-être, s'est abstenue à 95%. Ça. Bon, j'aurais préféré parce que je bataille contre l'extrême droite depuis longtemps. Mais je comprends. En tout cas, j'ai trouvé, en effet, dans les retours que j'ai eus aussi de personnes, ce qui les a conduits à cet acte qui peut, quelque part, paraître auto-saboteur et suicidaire, mais qui est un acte de rage extrême. D'accord, très bien. Alors, 40 000, donc 400 000, c'est plutôt 100 € par personne. Ouais, bon. Oui, non, mais c'est important. Ça demeure trop. Ça demeure quand même beaucoup. Pardon. J'essaie de me... T'essayais de... De qui tu parles? De quoi tu parles? Ça demeure... Bon. Alors, Michel, as-tu à compléter l'analyse des 2 principaux précédents chroniqueurs? Je ne vais pas
je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Philippe et Béatrice. Bon, c'est écrit dans Justice chaque semaine. Bon. Par conséquent, les causes de colère, comme tu as dit, colère, rage, les causes de colère, de mécontentement, sont régulièrement dénoncées. Bon, alors, je ne dirais pas, par contre, que sur cette question, c'est seulement les élus martiniquais. Bon. Mais néanmoins, elles existent. Bon. Ça demande beaucoup plus d'analyse. Bon. Je vais quand même dire deux choses. Parce qu'il faut avancer. Il faut comprendre, il faut avancer, et il faut se regarder. Il faut se regarder. La première chose que je vais dire, c'est, il est de bon ton de dire les partis politiques ne séparent. Non. Non. Il y a des partis politiques qui analysent, on ne peut ne pas être d'accord avec eux, les causes de cette situation. Et par conséquent, c'est leur travail d'objectiver ce qui est un sentiment, et même certains disent un ressentiment. Un ressentiment. Mais il faut donner un nom aux choses. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de ce que je connais. Tu as parlé tout à l'heure de la vie chère, des prix. Bon. Eh bien, je ne suis pas surpris que la question des prix soit aujourd'hui une question qui provoque la colère des Martiniquais. En 1987, il y a une cause. Quand on a décidé de substituer le principe du contrôle des prix, qui résultait d'une ordonnance du général de Gaulle en 1945, gouvernement socialiste communiste, on dit tous les prix sont réglementés, sauf ceux pour lesquels on donne la liberté. Monsieur Chirac, il faut dire les noms. Monsieur Balladur, en 1987, ont inversé l'ordre des choses en disant tous les prix sont libres, sauf ceux pour lesquels on intervient. N'est-ce pas justement pour faciliter la libre concurrence de manière à faire baisser les prix? C'est une question que je te pose. Hein. Bon. Je ne vais pas faire toute l'historique des avis de l'autorité de la concurrence qui ont analysé la question de la formation des prix. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Le plus récent, ils disent qu'il y a dans des territoires insulaires des conditions pour lesquelles la concurrence peut ne pas jouer. C'est-à-dire que la dimension des entreprises, le nombre d'entreprises, fait que tu as non pas, tu as des oligopoles. Quand on est 2 ou 3 sur un marché, Oui, un petit marché en plus. je sais comment ça se passe, on se donne rendez-vous à l'Impératrice. On se met d'accord. Pas de nom. Tu vends l'huile Alba. Tu vends l'huile Alba à Mais 3,50 ne donne pas de marque. Mais non, mais pourquoi? Non, parce que l'huile Alba a été pendant longtemps un produit de Connu de première tous, nécessité absolument. phare. Absolument. Bon, ok. Bon, tu vends l'huile à tel prix, À 90 centimes? Ça tu existe. me fous du fer, aligne-toi sur moi. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mythe selon lequel la concurrence, la libre concurrence va réguler le marché, dans des territoires insulaires qui importent la majorité de leurs produits de première nécessité dans les conditions actuelles, c'est-à-dire des pays où la production a été laminée, bon, eh bien, ça ne peut pas marcher. Et les gouvernements de droite, de gauche, n'ont jamais voulu revenir sur ce principe de la liberté des prix. Alors, bien évidemment, pour traitement égalitaire par rapport à la face hexagonale, Bon, j'imagine. Bon, oui, Mais- alors,
non seulement On va passer la parole à Karl, oui. non seulement pour le traitement égalitaire vis-à-vis de la France, je termine là-dessus, Oui. je pourrais prendre d'autres exemples, mais l'idée, le respect des dogmes européens, hein. Attention, hein. Quand on te dit, on a dit en 2009, j'ai vécu 2009, bon, on a dit qu'il fallait réglementer les prix, on nous a dit oui, mais il y a l'obstacle de l'Union européenne. Oui. Qu'on ne peut pas. Libre concurrence. C'est pourquoi les candidats qui avaient à leur programme, par exemple Mélenchon, hein, et je pense à Fabien Roussel, entre autres, sur ces questions-là. Bon. Dans le programme de certains candidats aux législatives, une des premières mesures, c'est de bloquer les prix. Tout à fait. C'est de bloquer les prix. Bon. Donc, la deuxième chose que vous voulez dire, je ne vais pas m'étendre dessus, Tu vas pouvoir c'est que, revenir. néanmoins, le fascisme avance sur la base de la colère du peuple. Oui. Et des crises. C'est historique, oui. C'est Absolument. historique. Absolument. Et des crises. Absolument. Bon, je ne vais pas prendre l'Allemagne que je prends souvent, je vais prendre Papadoc. Oui, oui, en Haïti, oui. Le fascisme tropical, nous connaissons. On donne la parole à Karl, tu vas pouvoir... Bon, donc, nous ne devons pas fermer les yeux sur le fait que dans ce vote, d'ailleurs, je dois rendre hommage à France Antille d'aujourd'hui qui aborde ce problème, la haine des étrangers. D'accord. Ok. Karl, Oui, alors, bon, avant d'intervenir un peu dans le sens des autres chroniqueurs, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué. C'est d'avoir vu à la télévision, je ne sais plus quelle chaîne, pointé du doigt à plusieurs reprises par des gens pourtant qui sont autorisé. autorisés, certaines communes, le Marouba, Et pourquoi le Marouba, affiché en noir, le noir le plus noir possible. Mais développe, pourquoi le Makuba est-il stigmatisé, d'après Parce toi? que, parce qu'il aide au bon Dieu, comprenez? Ah, moi, j'ai... Moi, je voudrais me dire que pour les petits mouvements mulâtres de Fort-de-France, c'est. Tu comprends? On y va avec un passeport. Il n'y a pas dedans. Bon. Alors, on a pointé des communes comme quoi, voilà, ils ont voté Marine Le Pen à 71%. Alors, je me dis, mais quand même. D'accord, nous pouvions Martinique. Sans doute, moins le premier. La question que je vous ai posée, est-ce que ce n'est pas parce que l'explication est tellement évidente qu'elle est fausse? Non, c'est parce que quand on veut faire une analyse sérieuse, on commence par être soi-même sérieux. Et on ne prend pas des résultats en pourcentage des suffrages exprimés que l'on compare d'une commune à l'autre. Les gens qui font ça et qui sont des spécialistes de la chose politique, qu'il s'agisse de gens qui sont à l'université ou ailleurs, sont des gens qui sont dangereux. Explique. Alors, je m'explique. La commune qui a le plus voté pour Marine Le Pen au second tour, c'est Bellefontaine. Alors, j'ai ramené tous les résultats en pourcentage des inscrits. Alors, Bellefontaine, il allait un petit peu plus de 30% des inscrits. Un petit peu plus. Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui n'ont pas voté pour elle. Hein. Comme disait Béatrice, absolument. La commune qui a le moins voté, c'est le Marin. Elle est à 22%. 22%. Donc les 78% qui n'ont pas voté pour lui. Quant à Makuba, c'est une commune que je connais bien, que j'ai fréquenté assidûment du temps de Sévère Serland. Pourquoi? Bon. Eh bien, Makuba se trouve à 26,08. 26%. Il n'y a rien, c'est pas 71% des suffrages exprimés. Donc il faut arrêter. Et ça participe à l'énervement des gens. De cette manière qu'on a de pointer De du les doigt, De manière lapidaire. juger, de morigéner, de moraliser, de faire la leçon à tout bout de champ. Surtout quand on applique pas ces leçons-là à soi-même. Surtout. Ça, c'est le premier élément. Donc, je voulais dire ça parce que ça m'a vraiment énervé. Ça t'a agacé. Ça m'a agacé. Ça s'entend. Donc, j'ai pris le temps. T'es encore un peu agacé d'ailleurs. Pardon? T'es encore un peu Oui, agacé. non, mais je trouve ça insupportable. Légèrement. J'ai trouvé ça insupportable. Hein?
J'ai pas de famille au Cuba, j'ai des amis au Cuba, comme j'ai des amis à Grenouille, comme j'ai des amis pratiquement partout. Mais enfin, quand même, on ne peut pas rester dans son salon, son verre, son cocktail à la main, et puis dire ça, tranquillement. Pourquoi on ne fait pas un petit effort? Allez chercher. Bon, allez chercher, réfléchissez. Parce que le scandale est plus sexy. Mais oui, mais ça fait le buzz, tu comprends, c'est facile, Mais oui. on fait muser le truc, quoi. Et puis on est content. Bon. Donc ça c'est... Deuxième élément. Alors, je suis heureux que Michel ait rappelé les ordonnances du Conseil national de la résistance, enfin le programme du Conseil national de la résistance, c'est pas seulement De Gaulle, c'est le CNR. Oui, les communistes, les socialistes, les gens de gauche. Voilà. Bon. Mais M. Macron appartient à ce qu'on appelle le cercle de la raison. Le cercle de la raison, c'est un concept qui a été inventé notamment par Alain Mec, qui est le parrain d'un certain nombre de... Absolument. Les gens du CAC 40, des grandes boîtes de France. L'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme. D'ailleurs, Alain Mec, c'est un ancien de l'extrême droite. Le pape. C'est un ancien de l'extrême droite. Il y a une parenté entre l'extrême droite et l'ultralibéralisme. Moi, je dis ça. Ben oui. Il y a une parenté. C'est pas des mondes qui sont étrangers. Ils ont famille. Bon. Donc, ce cercle de la raison, c'est ceux qui admettent la situation actuelle. On continue comme ça, on libère les prix, on libère tout, on libéralise, tout devient une marchandise. Et on donne, voilà le résultat. Voilà le résultat. On a inventé un concept. Depuis la fin des années 80. Je l'ai senti venir. Je me disais, peut-être que je me trompe. J'étais bien plus jeune qu'aujourd'hui, je suis toujours très jeune, mais quand même. Il y a 30 ans de ça. 34 ans. Ça va, ne perds pas ton souffle. Vas-y. L'égalité des chances. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis on s'est engouffré dedans. L'égalité des chances, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met l'égalité des chances à l'école. En réalité, on ne le fait pas. Hein? En réalité, on ne le fait pas. Comme ça, si tu as raté ton truc, c'est de ta faute. C'est le mérite. C'est de ta faute. On rend les gens responsables de ce qu'ils sont. Ou au chômage, c'est pour tout. Mérite. Ou le SMIC, c'est pour tout. Ou à temps partiel, c'est pour tout. Ouais, bon. Ou millionnaire, c'est fort. C'est très bien. C'est travailleux. C'est grâce à... C'est grâce à William. Ou pas doué, personne. Ouais. Ouais. Bon, alors une société comme ça n'est un nom, hein. C'est un jeune. Bon. Alors, donc, c'est vrai. Alors, pour l'extrême droite, on fait quand même, puisque Michel faisait des rappels historiques, tout de même. L'extrême droite est montée à partir des années 80 et tout de même, j'ai toujours trouvé que l'on jouait un peu avec ça. En février 1936, il y avait déjà l'extrême droite. Non, mais je ne parle pas de cette période-là. Bon, Bien après, oui. Parce qu'il y a eu Tixéville-en-Cour Oui, et oui. tout ça. Mais à partir de 1980, Jean-Marie Le Pen, on a politiciennement utilisé l'extrême droite exactement comme on l'utilise aujourd'hui, dans l'autre sens. Instrumentalisé. Pour faire reculer le Parti communiste, hein. Bon, Tout simplement. Hein. bon, on a utilisé ça. Bon, le problème, C'est ça, hein. qu'à force de jouer avec, eh bien, on a rendu, on a banalisé. Banalisation. Très bien. Forcément. Béatrice, oui, Béatrice, donc, d'après les différentes interventions, liberté, égalité, fraternité, c'est pas tout à fait ça. Liberté, équité, fraternité. Non, même pas, on en est loin, mais malgré tout, il faut qu'on tende, faut qu'on ait un idéal, et c'est vrai qu'il s'appelle égalité, donc il s'appelle justice sociale, pour moi ça s'appelle aussi service public, et je l'ai dit, je crois, ici déjà, bon, c'est vrai qu'on érige des choses qui sont de l'ordre de la méritocratie, et que ces concepts arrivent aussi, pourtant, dans les classes sociales, on va dire les plus défavorisées, donc mais je parlais tout à l'heure de la vigilance qu'on doit avoir. Moi, je l'ai vu venir. Je vous assure que j'anime je suis administratrice de quelques groupes sur WhatsApp de discussion et d'échanges. Et j'ai sorti
plusieurs personnes, parce que je leur ai dit, écoutez, il y a une chose que je ne tolère pas, c'est la propagande d'extrême droite sur les réseaux, parce que j'ai pris cet exemple, et je le répète pas pour la première fois d'ailleurs, de façon publique, mais je dis, et ma grand-mère prenait cet exemple pour nous dire quelque part qu'il y a des choses qu'on nous inculque, parce que nous on venait en vacances en Martinique et parfois c'était risette, hein, on te remettait les trucs, fallait faire les tâches le matin, fallait les donner à manger aux animaux, fallait aller cueillir les fruits parce que ma grand-mère vendait sur le marché, enfin tu étais remis à zéro. Donc, et elle disait, vous savez, vous prenez une planche d'un bois mou et vous prenez un clou bien façonné, vous avez beau avoir les plus mauvais outils du monde, à force de taper, ça va finir par rentrer. Et l'extrême droite, c'est ça. Il y a eu une fachosphère qui s'est mise en place, mais avec une puissance d'attaque exceptionnelle, en toute sincérité. On peut se dire que depuis les années 80, on peut réexpliquer Mitterrand, les législatives, avec, comment on appelle ça, la proportionnelle intégrale, qui avait fait rentrer d'ailleurs 30 députés à l'Assemblée. On peut se dire tout ça, auquel d'ailleurs peu de personnes comprendront grand-chose, c'est trop ancien. Et peut-être justement que notre logiciel doit être revu en 2.0. Le 2.0 de la politique, c'est que ce qui est mis en place pour faire rentrer des choses dans la tête de nos concitoyens d'ici et d'ailleurs, ce sont des stratégies avec des ordinateurs qui produisent toute la journée, 24 heures sur 24, de l'info, de l'intox et tout ça. Et en toute sincérité, je pense que nous avons négligé la capacité des idées qui y sont produites à pouvoir influencer la vision que nos compatriotes, qu'ils soient français, américains, africains, peuvent avoir du monde. Et puis, sur l'analyse, je crois qu'on est encore un peu à chaud, mais moi, j'appelle fortement les intellectuels, ceux des laboratoires universitaires, les sociologues, à réfléchir aussi avec le reste de la société à ce résultat, peut-être aux solutions que l'on pourra trouver, parce qu'on l'a dit, il y a un rejet de la chose publique, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit locale, qu'on n'arrive pas obligatoirement à expliquer, mais je pense qu'il faut aller plus loin et solliciter les intellectuels de ce côté-là. C'est leur boulot et ils ont une capacité aussi à faire ce que beaucoup ne veulent plus entendre, à gérer la pensée complexe. Je crois qu'il faut aussi qu'on s'habitue et qu'on dise, quelque part, que tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des choses qui sont complexes, qui doivent être étudiées par des gens qui sont là un moment pour gérer la complexité dans l'analyse des choses. Et je suis vraiment... voilà. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de l'Europe. Je tiens à dire, puisqu'on parlait des règles européennes qui nous empêcheraient, la France, c'est comme ça l'arrange, les règles européennes. Elle n'a pas toujours été très respectueuse d'une certaine orthodoxie, notamment en matière budgétaire et même sur la transposition des actes et des directives européennes dans le droit français. On n'a pas toujours été super carré avec des transpositions parfois très incomplètes. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on veut, on peut, mais il faut en effet, et j'espère que là, ce qui s'est passé donnera au président réélu aussi un peu de jugeote pour se rendre compte qu'il ne va pas pouvoir balayer aujourd'hui l'outre-mer d'un revers de main, qu'il y a réellement des politiques publiques adaptées à y mettre en place. Très bien, merci beaucoup. Philippe, moi, ma question que je souhaiterais te poser, est-ce que quand, il y a ces résultats-là, on ne peut pas les contester, mais quand j'ai regardé, Marine Le Pen, avec 33% de voix au deuxième tour, a eu 8 députés, et les Insoumis ont eu 17 députés. Est-ce que le scrutin uninominal d'arrondissement à 2 tours en matière de députation, est-ce que ce n'est pas aussi une complexité qu'il faut que, institutionnellement, la France affronte ? Avant de répondre à ta question, je voudrais faire une réponse à une autre question que je me pose sur, comment dirais-je, la complexité de nos peuples et de nos populations. Je continue parce qu'on a fait une analyse succincte. Il faut aller plus loin.
Vous vous souvenez de la destruction des statues? Oui. Réfléchissez. Réfléchissez bien. Pour moi, la destruction des statues entre dans la philosophie de Césaire, c'est-à-dire la révolte, n'est-ce pas? La volonté de se faire reconnaître. Pourquoi? Ces statues représentent effectivement les héros de l'autre, mais pas nos héros. Et cela occulte nos héros, cela occulte notre histoire. Donc ces jeunes, cette façon de faire, ces actions, n'est-ce pas, sont des actions qui relèvent des sentiments que nos populations ont, n'est-ce pas, ce sentiment d'inconfort, de douleur, de souffrance. Sans justifier, ce sont les explications que tu amènes. Je pense Voilà. que, oui. Oui. J'espère qu'on peut Oui, gérer très la clair, partie bien complexe. sûr, absolument. bien sûr. J'ai bien dit qu'au départ, j'explique, ok? Et il faut comprendre Absolument. et aller au fond des choses avant. Vous pointez, on condamne, on essaie de condamner à partir de certain nombre de valeurs. Il faut pouvoir expliquer Tout à ce qui se passe. Bien sûr que je ne peux pas justifier la destruction des statues. Les statues, n'est-ce Pas pas? pour toi, pour- C'est une histoire Absolument. que l'on reconnaît, mais à côté, il y a une autre histoire qu'il faut faire apparaître et qu'il faut illustrer. Donc, ce vote de rage, de colère, c'est l'apparition, n'est-ce pas? C'est la continuité d'un mouvement de souffrance de nos peuples, nos populations, n'est-ce pas, ultramarines. Et si nos politiques, qu'ils soient là-bas ou qu'ils soient ici, n'y prennent garde, on va aboutir à des situations extrêmement difficiles. Ouais. Alors, j'ai répondu. Alors, sur la question, bien sûr, le mode de vote ne convient pas, il est tout à fait anormal qu'avec autant de députés, avec autant d'électeurs, elle ait si peu d'autres. Donc, il faut effectivement modifier le système électoral, mais attention quand même, hein. Il faut une proportionnelle, mais une proportionnelle mesurée. Ne revenons pas au régime parlementaire, n'est-ce pas? De la quatrième. La quatrième. C'est ça. Voilà ce que je peux répondre. Tout à fait. Puisque j'ai suffisamment répondu. Oui, très bien, je te remercie. Et Donc, je je peux me attend reposer. record. et je donne la parole à Michel qui a voulu réagir dessus. Non, mais tu sais, alors, Parce que la difficulté, c'est ça, en fait. Hein. Oui. La difficulté, c'est la traduction d'un suffrage. C'est peut-être aussi la frustration de ne pas voir son bulletin de vote au présidentiel être suffisamment représenté du point de vue parlementaire. Quel oui. est ton sentiment? Alors, il est certain que le mécanisme de la Ve République, imaginé par Charles de Gaulle, Il paraît même, j'ai entendu dire que les arrondissements étaient charcutés de manière à pouvoir... le Brésil. Voilà. Oui. Par les ministères de l'Intérieur, voilà. Ce mécanisme a été fait effectivement pour lutter contre ce qu'il a appelé l'impuissance de la Quatrième République. Bon. Et qui a fait que la Quatrième République a sombré. Le régime des partis. Le régime des partis et surtout l'incapacité de résoudre le problème colonial. Parce que ce qui a tué la Quatrième République, c'est son incapacité à résoudre le problème colonial, notamment la question de l'Algérie. Bon. Et puis, l'instabilité permanente des gouvernants. Sauf que, malgré tout, grâce à une administration de haut niveau, c'est aussi sous la Quatrième République que Airbus, le spatial, toute une série de grandes avancées technologiques Absolument. ont été réalisées en France. Hein. Bon. Des aéroports internationaux, les CHU. Bon. Mais pour revenir à la question martiniquaise. La question martiniquaise, c'est que moi je pense qu'il faut nous regarder en face. Exact. Il faut nous regarder en face. Certes, il y a un vote de rejet, un vote tu as raison, les politiques, les partis politiques, les élus, les intellectuels, les sociologues doivent apporter un éclairage. Bien. Bon, moi, par exemple, j'ai reçu de mon ami André Lucrèce une tribune que nous allons publier dans la Justice qui fait des observations très justes. De la même manière, j'ai reçu une tribune de Corinne Mancé-Caster, qui est remarquable. Par conséquent, il faut pas avoir peur de porter le couteau dans la plaie. Bon. Parce que
Parce que dans ces explications simplistes, nous n'avons pas, je dis nous les politiques, nous n'avons pas, pendant cette campagne présidentielle, fait ce que nous devions faire, c'est-à-dire déconstruire le langage de l'extrême droite. Et en particulier, n'ont pas su déconstruire la diabolisation et le nouveau visage social qui s'est adressé d'ailleurs. En France, il y a des sondages sortis des urnes. Le nombre de voix obtenues par Marine Le Pen dans les classes populaires reste au premier tour plus important que le nombre de voix remportées par Mélenchon dans les couches populaires. Bon. Autrement dit, ce discours sur le pouvoir d'achat, en gros, sur les questions, sur le social, a mordu. Et que dans un pays où vous disiez tout à l'heure 30% de taux de pauvreté, alors on n'a pas d'analyse, Bon, mais il est évident que ce discours-là a un plus grand impact chez les populations. Alors, Marine Le Pen vient dire, je vais résoudre le problème de la vie chère en supprimant l'octroi de mer. Mais c'est ça la pensée non complexe. Absolument. Plutôt que moi, je vais dire, voilà, la structure des prix dans les départements d'outre-mer, il y a le prix départ, il y a le fret maritime, alors il y a des monopoles. Il y a les intermédiaires. Etc. Bon, évidemment, le discours de Marine Le Pen est beaucoup plus simple. D'un seul coup de sabre, clac. On supprime le financement des collectivités. Et on résout. C'est ça le Et mécanisme. on appauvrit le service public. De la même manière, on dit vos problèmes, mais il n'y a trop pas ici. Hein. Très bien. Alors, Carl, oui. C'est ça. Très bien. Voilà. Alors, et nous devons regarder ça en face. Carl, j'ai entendu ta légitime colère, mais quoi répondre aux personnes qui ont interpellé Béatrice Bellé en disant oui, mais bon, parce que c'est en fait ça, hein, c'est une sorte de fétichisation ou de totémisation du vote des Martiniquais, parce qu'aujourd'hui, des Guadeloupéens et Guyanais, parce qu'aujourd'hui, le résultat dirait les personnes qui ne sont pas de nos territoires, eh bien, c'est que Marine Le Pen a eu un plus grand suffrage. Oui, tout à fait. Et je complète, parce que j'ai entendu un journaliste économiste parler sur LCI. Il disait, surtout à ne pas comprendre quand on insère ce vote-là dans la Caraïbe, parce que la Martinique, c'est quand même 24 000 $ par habitant et par an, la Guadeloupe, 22 000 $ par habitant et par an, tandis que Sainte-Lucie, c'est 8 000 $ par habitant et par an, et la Dominique, 6 000. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme argumentation et pour casser cette représentation-là qu'on a comme quoi C'est très simple. Vas-y, je t'écoute. Tu connais Lloyd Austin? Est-ce que tu connais Lloyd Austin? Je t'écoute. Tu sais c'est qui? Oui. C'est le chef du Pentagone. Oui. Le chef militaire américain. C'est un afro-descendant. Lloyd Austin. Je n'ai jamais entendu dire que la couleur de la peau mettait à l'abri de la sottise et de la bêtise. Alors, je l'ai vu dans la fameuse conférence où il y avait 40 pays. Bon. Lloyd Austin. Il m'a fait penser à Colin Powell. Bon, ouais, mais Colin Powell était déjà un peu plus mélangé, on va dire. Ben lui, c'est un afro-descendant pur jus. Carl va se faire des amis. Voilà. Mais oui, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est parfait, c'est très bien, j'ai trouvé ça. C'est bien qu'aux États-Unis, un afro-descendant peut devenir le chef du Pentagone. Le Pentagone, c'est pas n'importe quoi, hein. Bon. Avec 2 milliards de budget par jour. Bon. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, ce que les Martiniquais ne veulent plus, c'est le règne de l'entre-soi. Parce que, oui, il y a des productions, des intellectuels, on parle, on écrit, on dit des choses. Mais on parle pour qui? On parle à qui? On parle de qui? Mais les gens veulent participer à ce qui les concerne. Quand je vois les panneaux que la CTM pose, la CTM travaille pour vous. Mais tu sais que ça m'énerve. C'est qui mon la CTM? Mais c'est l'argent moi qui a dit dans ça. Ou quand il me la CTM, alors vous m'en dites merci alors. Comment on le comprend? Mais en plus, j'ai déjà eu l'occasion, je l'ai dit à Letchini en 2010, personnellement. Il n'est pas là, il ne peut pas te répondre. Non, mais je l'ai dit. Je l'ai écrit à Didier Laguerre par mail.
je l'ai dit de la même manière à Marie-Jeanne, ce sont des gens que je connais. J'ai pas de problème avec ça. Tu es content, tu es pas content, c'est pareil pour moi. C'est l'un de nos problèmes. Nos compatriotes, ont l'assentiment que ça se passe entre des gens qui se connaissent, qui se fréquentent, qui échangent, mais qu'après tout, ce qui les concerne, pareil. Alors, c'est pour ça que cette affaire de SMTVD, c'est incompréhensible. Je ne sais pas ce qui se passe sur SMTVD, je ne suis pas pour que les publics... Ah, c'était SMTVD. Mais enfin, quand même. Comment ça se fait que le SMTVD est géré par des représentants des 3 EPCI et que personne n'a dit pas un mot? Silence. On dit silence radio, total. C'est pas acceptable. Et puis, j'ai parlé de SMTVD parce que c'est le dernier en date. Mais il y en a eu d'autres. Mais il y en a plein comme ça, en permanence. Et les gens le savent parce qu'ils parlent. Enfin, franchement, quand on me dit que la CTM a été grugée par la Colas, bon, j'ai beaucoup de mal à penser que la Colas a fait ça et puis que personne ne va jamais voir. Alors, il n'y a pas qu'à vérifier en patate. C'est-à-dire, il n'y a qu'à mettre les bitumes à terre là, mais bon, personne ne regarde. Moi, c'est certain que si c'est la caillou, vous faites venir 3 tout petits béton, vous pouvez compter où. Et vous pouvez demander combien de mètres cubes de béton il y a ni de. J'ai du mal à y croire. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai du mal à y croire. Et je ne suis pas le seul. Je vais donner un exemple. Imaginez une personne qui est caissière dans un hypermarché, n'importe lequel, qui gagne 800 € parce qu'elle a un temps partiel. Alors tu sais comment ça se passe. Temps partiel, c'est que je travaille le matin, je m'arrête 2 heures, je reprends, je m'arrête, je reprends. Au total, comme je ne fais pas 152 heures, eh bien, à la fin du mois, j'ai 800 €. 800 €, hein. Bon. Et puis, quand elle a fait sa caisse, qu'elle voit le chiffre d'affaires de sa caisse, eh bien, il y a peut-être 4 000 €, pas ça, moi. Et puis qu'à la fin du mois, c'est pas 4 000 €, c'est 4 000 € distribués par 30. Vous n'avez pas pensé que caissier là, ou c'est comme on dit, une hôtesse de caisse ou un homme de caisse. Vous n'avez pas pensé qu'il y a un rimodé en monde après ça? Tu ne penses pas qu'il a la rage de voir un salaire aussi misérable quand autant de richesses défilent devant son tapis, quand il y a un chiffre d'affaires aussi élevé? Je prends un deuxième exemple. Les gens qui s'occupent des personnes âgées, qui sont payés à l'heure. Sais-tu que quand tu te déplaces du domicile d'une personne âgée à une autre, quand tu es dans une association quelconque, le temps de déplacement n'est pas considéré comme du temps de travail. Tu n'es pas défrayé pour l'usage de ton véhicule, le paiement des frais d'entretien de l'essence. Donc, les gens font quoi? 50 heures, peut-être 60 heures, 70 heures, mais ça ne fait pas un SMIC, puisque on n'est pas à 152 heures. C'est ça. Donc, les gens, je pense à des exemples-là, mais on pourrait les multiplier. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, c'est vrai. Mais il y a tous les autres qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage, dont personne ne veut parler ici. Hein. Ça n'a pas existé, Mathénique, ça n'a pas existé. Hein. Bon. La dernière publication c'est Liedom qui a fait... L'INSEE. Alors, ça s'améliore. Bravo, ça s'améliore. Je ne sais pas si la population a le sentiment que ça s'améliore. C'est ça. Mais c'est ça qui a écrit. Tout à fait. C'est ça qui a écrit. Bon. Et les gens qui sont dans ce halo, ils sont dans une situation plus que précaire. Donc ces gens-là ne sont pas contents non plus. Et ça fait finalement beaucoup de mécontentement. Oui. Et donc ces gens-là, il ne faut pas parler à leur place. Il faut parler avec eux. Ouais. C'est ce qu'on a dit. Très bien. Béatrice, j'ai eu un témoignage qui m'a surpris. Il paraît que dans certaines communes, aujourd'hui, on en est arrivé à vendre des moitiés de sachets de pâté de riz. C'est-à-dire que les petits commerçants, pour permettre aux consommateurs d'acheter de quoi manger, ils divisent les sachets. On revient à ce qu'il y avait. Ils divisent les sachets. Voilà, ils divisent les sachets en deux. Et puis je voulais aussi t'interpeller sur le fait que l'économie grise, l'économie souterraine, en tout cas les trafics illicites, etc., font une concurrence déloyale à l'économie réelle. Et puis dernier point,
les trafics donnent des conditions de vie autrement plus intéressantes par rapport aux personnes qui sont honnêtes et qui travaillent durement. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre ça en compte également? Non, mais je crois que là où il ne faut pas se mentir, c'est que personne n'a la naïveté de croire que l'économie souterraine aujourd'hui ne participe pas en tout cas d'un type et d'une façon de vivre d'un certain nombre de personnes. On n'est pas aveugle, on est dans ce qu'on appelle une société de face à face, c'est-à-dire de gens qui se côtoient sur un espace relativement restreint. Donc on sait globalement, on voit bien que quand il y a un véhicule ou un bateau de 300 000 euros ou 400 000 euros pour quelqu'un qu'on ne voit pas obligatoirement ou dont on ne sait pas obligatoirement ce qu'il fait spécifiquement pour l'avoir, bon, on a légitimement le temps de se poser des questions, et puis je crois que l'actualité de ce côté-là a été suffisamment riche pour qu'on sache que la Martinique est une plateforme, de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants très importante, et donc qui génère des revenus. Sur ce qui est de la pauvreté, moi c'est ce que je disais, Karl, voilà, de façon similaire, on le dit quasiment tous. Cette pauvreté évidemment génère des choses frustrantes, et c'est pour ça que le rôle aujourd'hui des politiques publiques et de leur mise en œuvre, qu'elles soient de l'État ou des collectivités, est aussi important, parce que les politiques publiques permettent également de réduire la dépense pour les ménages. Quand vous avez qu'un seul éventuellement véhicule à acheter, voire pas de véhicule à acheter, parce que ça arrive dans certains territoires que les gens n'aient pas besoin de véhicules parce qu'il y a des transports en commun suffisamment bien organisés pour répondre à leurs besoins de mobilité. Rien que pour la Martinique, c'est 500 € de moins par mois pour le foyer. Parce que c'est ce que ça coûte. Entre l'assurance, qui est plus chère, soit dit en passant, l'essence, là, qui a explosé, enfin, même ça, je sais pas pour vous, mais moi... Ah non, toi, tu es à l'électrique. Mais moi, j'étouffe. Quand je vais faire du carburant, j'étouffe. La dernière fois, j'ai regardé le pompier, je lui dis, mais c'est non. Mais vous mettez là à côté, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand on voit l'assurance qui est souvent plus chère, quand même, les prix de l'assurance sont plus chers, les prêts sont plus chers également. L'argent est plus cher. Voilà. L'argent est plus cher ici, que ce soit pour l'immobilier ou les prêts à la consommation. L'argent est plus cher. On ne sait pas encore pourquoi. Bon. Il faut déjà pouvoir prêter. En plus, il faut pouvoir payer. On comprend rapidement, quand on voit tout ça, que on avait en effet là le tapis rouge pour des votes extrêmes. En fait. C'est ça. C'est le tapis rouge, et pour revenir à la plus grosse crise, parce qu'on a été aussi dans une crise, mais je vais atteindre là mon point Goldwyn, mais donc c'est le moment où on va parler de 39-45, de la guerre et tout ça. Juste après des crises aussi sociales importantes, on a des personnes qui cherchent dans un certain type de leader, qui vendent du social. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que Hitler, par exemple, avait un programme social. National-socialisme. Voilà, tout à fait. Donc, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes ressorts. Et je crois que pour que l'on puisse se sortir de ce que l'on pourrait appeler l'argent facile, parce que là aussi, il faut condamner évidemment les faits illicites, mais enfin, il faut aussi comprendre qu'il faut qu'on offre aujourd'hui des alternatives à notre jeunesse, qu'elle soit diplômée ou pas d'ailleurs. Il faut qu'on offre des alternatives, et que ça aussi, c'est une mission qui nous revient localement et qui revient à l'État, parce que l'État reste le principal pourvoyeur d'éducation nationale. Tout à fait. Alors, je pense que les politiques ont été interpellés, notamment Letchimy et Laguerre. Je souhaiterais dire que sa proposition de congrès date d'avant le deuxième tour. Il a spontanément dit, il en a parlé, on va pas, parce que ce n'était pas au sujet, on ne va pas le développer. Mais quand on parle de mal-développement, quand on parle de santé, quand on parle de chlordécone, quand on parle d'économie de comptoir, etc., les institutions font qu'on est, nous les politiques locaux, très peu pourvus. Et sa demande de congrès, sa demande de congrès, c'est aussi pour questionner l'État sur sa manière d'envisager, le nouvel État, en tout cas le nouveau gouvernement, sa manière d'envisager le partenariat avec les collectivités,
pas seulement la CTM, mais aussi les autres collectivités, notamment celles mais de est-ce que France, ça pourrait pas être l'occasion aussi de se questionner nous-mêmes, c'est-à-dire de faire ce travail, questionner la population, de Oui, faire alors, bien ce sûr. travail introspectif Bien sûr. et de voir aussi comment nous face à l'État, c'est-à-dire que il faut se connaître soi-même et puis Bien avoir sûr. peut-être les bonnes méthodes, dire écoutez, nous on a décidé, voilà entre nous ce que nous avons décidé, nous allons coordonner nos actions publiques pour qu'elles génèrent des espèces d'effets de levier. À vous aujourd'hui, de nous donner les moyens de faire plus, soit de nous les livrer, soit de le faire à côté de nous. Mais je crois qu'il faudrait que ce congrès devienne aussi l'occasion de se questionner, d'interroger les politiques publiques et dans un langage un peu plus techno, d'évaluer les politiques publiques locales. Parce qu'il y a effectivement les conseils citoyens et la démocratie participative qui fait partie des outils qu'il faut mettre en œuvre. Et d'ailleurs, donc tout ça est sur le grill. Ceci étant dit, Michel, tu as voulu réagir tout à l'heure par rapport à un élément qu'a avancé Béatrice, me semble-t-il. Je ne l'ai pas noté. Tu me parlais on parlait d'économie grise, on parlait de prix. Oui, alors, il est évident que. Et puis de prix au détail, c'est ça. Oui, en fait. alors oui, le prix au détail, bon. Savez-vous qu'on vend des cigarettes à l'unité? On vend des cigarettes à l'unité. L'exemple que tu as À l'unité. cité. À l'unité, cigarettes à l'unité. Mais mauvais. En Martinique, on vend des On vend des Moi, cigarettes à l'unité. Faut laquelle j'ai connu dans mon enfance, je pense que peut-être que même quand on l'a connu, j'ai dû connaître ce qu'on appelle les petites boutiques, Oui, des villages. bon, où il y a les unités de mesure, de la régie, oui. c'était pas le litre. Miss Rocky. À Miswam. En Misrom. Bon. À Ochi. Et il y avait une. À Balata, à côté de chez moi, il y avait une petite boutique comme ça, où on allait acheter de l'huile dans un fût d'ailleurs. Bon, bon. Et il y avait un type qui venait et il achetait 5 mélias. C'est-à-dire Les mélias, c'était des cigarettes, oui. c'est une marque de cigarette qui était fabriquée en Algérie. Peut-être une cigarette de très 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 bas de gamme. Et le type n'achetait pas un paquet. Il achetait. Bon. Donc, Donc la misère est de retour. bon, ce que Bien je sûr. veux dire, c'est que. Excuse-moi, j'ai pas répondu à Oui, ta je t'en question. prie. Alors, là, tu es en train d'évoquer le problème, c'est que à l'heure actuelle, on est en train d'observer dans les pays européens une flambée dans l'inflation. Bon, par exemple, je prends l'exemple de l'Espagne. On est arrivé à une inflation qui est de l'ordre de 10% l'an. Bon, ici, pour le moment, on est aux alentours de 4% l'an. C'est-à-dire que, ça fait un peu le lien avec le sujet Qui arrive tout de suite, d'ailleurs, de l'Ukraine, c'est que si on ne se dote pas d'instruments, aussi bien à la fois pour contrôler les prix, mais aussi, comme tu disais, de donner des revenus, soutenir les foyers de conditions modestes. Dans cette période qui approche, effectivement, on va aboutir à des situations dramatiques. Et alors, pas nécessairement sous forme de révolte, sous forme de désespoir. Ça peut se manifester sous forme par exemple, d'un taux d'abstention considérable aux élections législatives, par exemple. Bon, les formes de réaction à ces situations-là sont diverses. Bon, en tout cas, nous sommes partis, nous, d'une réaction qui est une réaction, un vote de colère. Bon, mais l'idée que les Martiniquais s'emparent par la voie du Congrès, par la voie d'autres méthodes de la situation et fassent une évaluation de façon à s'adresser au pouvoir central pour pouvoir dire il faut changer de politique, parce que c'est ça le problème. À la conclusion de cette situation, de ce processus-là, c'est de dire que donner un contenu, tu parlais tout à l'heure, donner un contenu, objectiver ces réclamations dans un projet qui reprenne les préoccupations de nos citoyens. C'est ça. Je donne la parole à Carl, mais je donne pas de Juste question. une illustration pour Vas-y. aller dans le sens. Oui. En 92, il y a 30 ans, il y avait un conflit à la Brinks. Il y avait La Brinks, Ah oui. qui transporte Transport des de fonds, oui. qui était animé par la CDMT. Et ce conflit avait duré pas mal de temps.
Émile Cabra, qui était le tout nouveau président du conseil régional, a été rencontrer les syndiqués à la maison des syndicats. D'abord pour s'informer des raisons pour lesquelles ce conflit, dans lequel il n'y avait aucune négociation, pourquoi il durait autant de temps, qu'est-ce qui se passait? Bon. On a un conflit dans le commerce, dans un établissement au François. C'est pas notre affaire. C'est pas que je n'ai personne, par le maire du François qui essaie de faire quelque chose, à ma connaissance. Mais en tout cas, officiellement, je n'ai pas entendu. Peut-être une sénatrice. Oui, elle s'est déplacée, effectivement. s'est déplacée. Ça doit interpeller les élus politiques, quels qu'ils soient, peu importe. C'est pas une question de campagne électorale. Il ne faut pas laisser les choses comme ça se dégrader. Ouais. Et je pourrais multiplier cet exemple à l'infini. Alors moi j'entends, oui, la formation des prix, j'ai entendu ce que Michel a dit, mais Michel parle ça, je l'entends en écho à ce qu'il disait il y a 30 ans. Ah ouais. Donc on n'a pas trouvé de solution. Ben, en tout cas, Or, il en faut. Moi j'en sais rien. J'en sais rien. Très bien. Et malheureusement, tout ce que nous disons là, je suis certain qu'on pourrait retrouver les mêmes propos tenus peut-être par les mêmes acteurs ou d'autres au cours des 30-40 dernières années. Alors, les gens, je dis, mais ce cas répété même là, Oui. ad vitam aeternam. Et il n'y a pas qu'à brûler, il n'y a pas qu'à bouger. Qui ça nous a fait? Très bien. Alors, juste avant, Philippe voulait dire quelque chose. Et puis je je donne la voulais parole. revenir sur la cherté de la vie et la jeunesse, le problème de la jeunesse, auquel je suis très très attaché, bien qu'elle s'éloigne de moi, mais ça c'est un autre aspect. Nous tous. Non, le problème de la cherté de la vie, l'évolution de notre société a des effets pervers et vicieux, extrêmement dangereux. Là, je regarde un peu au niveau des jeunes étudiantes ou des jeunes étudiants, un nouveau phénomène de prostitution, le sugar daddy. Mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène se met en place de façon naturelle. Explique ce que c'est que le sugar daddy, s'il te plaît. Ce Oui. sont les gens d'un certain âge. Oui. Nous ne faisons pas partie de ceux-là, hein, Michel, bon, et qui effectivement Trouve de jeunes maîtrises. des jeunes dames ou l'inverse. Oui. Enfin, c'est des Tout genre, réseaux. oui, peu importe. C'est des le réseaux classique, qui se mettent exact. en Oh, relation. Bien. Voilà. Et puis elles se font acheter des sacs, etc. Il y a plusieurs types de relations. OK ? Contre. Elles se font financer. Plusieurs types service, oui. Relations sexuelles, relations affectueuses. Non, mais c'est vrai. C'est Sorties, très repas. variable. C'est très variable. Mais ce que je veux dire, c'est que la notion de valeur disparaît. Elles sont dans ce monde. Ils sont dans ce monde, mais c'est normal. C'est, je te garantis, et il y a des associations qui interviennent, Oui, je bébé, pour faire prendre conscience à ces jeunes que la marchandisation, n'est-ce pas, de Ça fait l'être 50 humain ans que ça dure. n'est pas... Ça évolue. Non, il y en a beaucoup. Non. Les étudiants. Je m'explique. Ça hein. s'est aggravé, mais c'est pas nouveau. Je parle du glissement moral. La prostitution, oui, je la connais, ok. mais surtout les c'est termes. le glissement moral, c'est-à-dire que ces gens considèrent que c'est dans la normalité des choses et qu'il n'y a pas de mal. C'est ce que je veux dire. Ça n'existait pas avant ça. Ok. Et il y a ce glissement dont il faut tenir compte. Je voulais ajouter cela. Et il faut se rassurer, c'est filles comme garçons, hein, d'ailleurs. Oui, j'ai bien dit, hein, fille Ouais, comme garçon. exactement. Non, mais il y a un glissement de valeur morale. Mais il y a Ça, un rapport d'ailleurs, de toute Alors, façon. Béatrice puis Carl. Il y a juste pour finir sur ça, il y a un rapport de toute façon, et dans les associations on s'en rend compte, mais il y a un rapport au corps de cette jeunesse et à la sexualité qui est Bien sûr. totalement différent, c'est un 2.0, hein, je vous assure que, enfin moi j'y comprends rien, bon voilà, ou pas grand chose, heureusement que je suis dans les associations pour avoir des décodeurs, mais par rapport à tes références mes morales. références, Tes références, dans le logiciel. voilà, personnelles, morales, Ah ouais. éducatives, c'est vrai que c'est un Complètement peu complexe. Bon, voilà. Non, c'est parce que D'accord. j'étais sur quelque chose et puis Non, mais ça pas de va souci. revenir. Quand tu voulais réagir, on va Ah saluer. oui, non, voilà.
pardon, excuse-moi. Juste, c'est revenu. C'est revenu. C'était juste sur la formation des prix et tout ça. Moi, dans les échanges que j'ai eus avec certaines personnes, il y a aussi des personnes qui m'ont dit mais on se sent prisonnier de la Martinique. Et moi, je tiens à le dire quand même, il y a un scandale sur une question qui est celle de la continuité territoriale. Là où les Corses ont 700, 800 euros par tête de pipe et par habitant, on en a 60. C'est ça la réalité. Oui. Quand on veut quitter la Martinique aujourd'hui, même pour aller en Guadeloupe, c'est 350 euros. Et la Guyane, c'est aussi cher que la France. C'est 700 euros. Ouais, bien sûr. Et là, on nous annonce des prix qui vont exploser, mais ils vont aller jusqu'où? Oui. Et comment les gens... Parce que moi, c'est un peu mon problème, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais c'est mon problème, et je pense que j'arrive à l'exprimer, mais je me demande aujourd'hui quel est le prix des choses, ce que ça vaut. Quand d'un côté... on a eu des billets d'avion à 150 euros pour aller en Guadeloupe et qu'aujourd'hui ils sont à 350. Quand on a eu des billets d'avion pour aller à New York qui étaient à moins de 200 euros et qu'aujourd'hui on nous dit que c'est 700, ça vaut combien en fait? Oui. Pour de vrai, ça vaut combien? Oui. Et les gens, ils se rendent compte quand Où est même la toise? de ça. Où est la toise? Oui, Mais oui, tout à fait. c'est ça la réalité. Et là, aujourd'hui, on est aussi dans ce complexe singulièrement en Martinique où on a d'un côté à un autre. Et puis attention, vous avez vu, je sais pas, je me rappelle pas qu'on en ait parlé et qu'on l'ait décodé, mais peut-être que vous l'avez fait ces 3 dernières semaines. Mais enfin, vous avez vu aussi le scandale de la Poste. Alors, scandale, parce que les gens trouvaient des petites astuces pour payer un certain nombre de choses moins chères. Mais là, maintenant, de façon systématique, tout ce qui rentre est hyper taxé. Et donc, le bien que vous arriviez à faire rentrer, même avec un peu de taxe à 100 euros, mais transport là, taxe là, je sais pas, c'est bien. Oui, tout à fait. Bon, donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut mettre dans la balance de beaucoup de choses et qu'il faut mettre dans la balance des réponses qu'on doit apporter. Et par exemple, oui, on doit militer pour une égalité, un minimum une égalité de traitement. Lorsqu'il y a continuité territoriale, il y a une égalité de traitement à avoir entre le Corse qui se dit insulaire et nous. Oui. C'est la moindre des choses quand même. Karl. Non, sur le phénomène dont Philippe a parlé, c'est une chose auquel j'ai pensé depuis très 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 longtemps. Parce que quand j'étais jeune... La prostitution. Non, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, ce entre garçons et filles, nous sortions entre garçons et filles du même âge. Et c'était très mal vu. Explique. De sortir avec quelqu'un de plus âgé. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Attends, laisse-moi finir. Je ne vais pas citer le nom, mais j'ai une personne comme ça en tête, qui avait une quinzaine d'années, et qui sortait avec un mec qui avait 22 ans. C'est loin d'être un sugar daddy, hein? Non. Eh bien, on l'a condamné pour ça. Nous, entre nous-mêmes, on trouvait ça inacceptable, inadmissible. Immoral. Vous perdiez une zaille? Bon, non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis très sérieux. Je t'embête. Les rapports amoureux sont devenus des rapports marchands. C'est le fric qui pourrit les choses, c'est rien d'autre. C'est pas des questions de morale, de ceci, de cela. C'est d'abord le fric qui pourrit ça. Parce que un garçon qui veut inviter sa copine au restaurant ou lui offrir un cadeau, il faut qu'il ait de l'argent, il ne travaille pas, comment il fait? Comment il fait? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes femmes cherchent des mecs qui ont des moyens. Pas forcément qui ont l'âge de Philippe. Mais ou le Michel. Ouais. Mais, enfin, moi, j'ai des ados à la maison. Il y a vraiment un problème. C'est que les rapports amoureux sont devenus, de fait, des rapports marchands. Carl, dis-moi. Alors, lorsque tu parles de marché, et puis après, on va passer à l'Ukraine. Effectivement, c'est la disparition de la valeur de l'humain. Ok, d'accord. Il y a une référence à quand même à la ça morale. se surajoute. Ça se surajoute. Attends. C'est pas si généralisé que ça. Non, mais le moral. Non, mais c'est pas si généralisé. Je crois qu'il faut faire attention. Oui. Il faut faire attention à cela. Tout à fait. Moi, je suis désolée. Je retirais les cheveux blancs de mon père pour avoir un peu d'argent de poche. Je lavais sa voiture. Et moi, je passais le torchon mouillé.
D'accord, pour avoir de l'argent de poche. Tu retirais Oui. ce cheveux blancs Oui, parce qu'il n'en avait pas beaucoup. moi, j'ai pas- Et je faisais. j'ai pas vu ça, mon père. Mais on faisait un petit trafic, c'est que ma mère, elle en 5 avait centimes. plus. Mais moi, ma mère, Enfin, elle en oui. avait plus. Donc j'allais prendre dans la tête de ma mère pour essayer d'avoir un petit 10 €. J'allais prendre quelques bouts dans la tête de ma mère, et puis je découpais, et puis mais il voyait ça tout de suite. Donc après, il a réclamé le bulbe. Voilà. Voilà. Mais tout ça pour dire, non, il y a un moment où quand on est adolescent, on fait du babysitting. Je suis désolée, moi, adolescente, on m'a dit qu'il fallait aller voir du babysitting, il fallait laver les voitures. Enfin, il faut, il y a ça. Il y a de ça, il y a de ça. Mais c'est pas général. Il faut voir la C'est pas publicité. général. Le dernier iPhone 13, Oui, mais 1300 ça, c'est les euros. parents. Les Ouais, parents, bien sûr. comment À la publicité, à la télé, ça Oui, se mais c'est voit. pas- Mais il y en a Vous plein qui voyez n'ont pas. Attends. Il y en a plein qui n'ont pas. Les gens qui sont. Les parfums, le ceci, le cela. Ça Tu t'y coûte connais, 100 euros. Là, une petite bouteille de quelques centilitres, 100 euros. Ouais. Mais ces jeunes générations, moi je les côtoie, parce que j'en côtoie des apprentis. Ils ont moins de 25 ans la plupart du temps. Ils ont entre 16 et 22, 23 ans. Je les vois, je les beaucoup. Mais je vois bien que cette profusion de richesses Cet auxquelles ils ne affichage. peuvent pas avoir accès. Bon. Et encore les apprentis, ils ont une rémunération. Oui. Mais les autres, Ouais. c'est un vrai problème. On leur vend un Donc, rêve le problème, inaccessible. c'est que tout s'achète, tout se paye, tout se négocie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon. Alors, évidemment, y compris malheureusement dans ces aspects de relations entre personnes. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, ça intervient. Alors, à l'époque, quand j'étais jeune, on disait, c'était au pont des Mostènes. Tu sais où c'est, le pont des Mostènes? Sans doute pas. On va passer sans transition au dernier thème, puisqu'il reste à peu près une dizaine de minutes, qui est celui donc de la situation en Ukraine. Situation en Ukraine, j'ai très maladroitement intitulé ça, formule de Raymond Aron, paix impossible, guerre improbable. Et aujourd'hui, avec la situation telle qu'elle se décline, vraisemblablement, je l'ai appris ce midi, la Finlande, qui a 1300 km de frontière avec la Russie, demande très officiellement, alors qu'elle était neutre depuis 1955, demande très officiellement à rentrer dans l'OTAN. Et puis la Suède aussi, à 57% de sa population, qui serait favorable à rentrer dans l'OTAN. Donc, quelque part, la stratégie de Poutine de vouloir repousser l'OTAN est en train de faire peur à ses voisins immédiats. Et je finis mon propos pour vous donner la parole en vous posant 2 ou 3 questions. La première, est-ce que c'est une guerre de nerfs que Poutine mène à travers une guerre des nerfs, avec ces déclarations systématiques sur la volonté d'utiliser des armes de destruction massive. Deuxième question, est-ce que l'Ukraine peut accepter de perdre 100 000 km² sur 600 000 km², parce que c'est ça, le Donbass, c'est ça les deux républiques. Et enfin, dernière question, est-ce que c'est de l'ingérence quand l'Ukraine reçoit des informations en direct des États-Unis et puis des armes de l'OTAN? Voilà, alors Karl, puisque Des États-Unis, là. Écoute, d'abord, c'est déjà, on demande si c'est une guerre mondiale, ça l'est déjà pour moi. Parce qu'il y a un nuée de pays qui arment l'Ukraine. Et c'est une guerre par procuration, c'est rien d'autre. C'est une guerre par procuration. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est une guerre par procuration. Explicite pour les téléspectateurs. Ben, simplement parce que... Les Américains. C'est pas que les Américains, les Français s'y sont mis. M. Macron envoie des obusiers César, ceux qu'il avait envoyés en Arabie Saoudite pour bombarder les Yéménites. La même variété d'armes est envoyée en Ukraine. C'est des obusiers de 150 mm. Bien. Mais les Américains font pareil, les Britanniques font pareil, et les Allemands, enfin bon, les Polonais, les Roumains, etc., etc. Bon. Donc, les Russes, en contrepartie, ont commencé à bombarder tout ce qu'il y a comme voie ferrée, ponts, etc., etc. Le dernier problème en date,
c'est que les Ukrainiens sont entrés en Moldavie, dans la partie qu'on appelle la Transnistrie, et ont fait sauter des pylônes qui relaient les radios russes, puisqu'il y a une partie de la Moldavie qui est russophone. Bon. Et la Moldavie a donc, qui est un pays de l'OTAN, la Moldavie. Hein. Bon. Il y a tous les ingrédients, tous les ingrédients pour un éventuel dérapage. Donc, il y a une forme d'escalade. Mais cette escalade a commencé très tôt. Hein. Quand M. Legui a expliqué qu'il fallait faire la guerre, ou je ne sais pas, le Guillon ou le maire, je ne me rappelle plus, il parle tellement, je ne me rappelle plus lequel, qu'il allait faire la guerre à la Russie, ou bien qu'il allait dévaster, je ne sais pas quoi, enfin peu importe. Il avait fait l'économie russe s'effondrer. Voilà. Mais Legui avait dit quelque chose de pareil. C'est le maire qui avait dit. Le maire, c'était sur l'économie, mais l'économie, c'était sur l'aspect plus militaire. D'accord. Bon. Oui, absolument. Les Américains ont dit que, voilà, on va affaiblir la Russie, etc., etc. Donc, clairement, on donne des armes modernes aux Ukrainiens pour qu'ils s'en servent contre les Russes. Bon, très bien. Et on fait comment pour faire marche arrière? Voilà, bonne question. Béatrice, puisqu'il reste à peine 6 minutes, quelle est ta réaction par rapport à la situation? Alors c'est vrai que j'ai pas pris de la distance, mais encore une fois, je vous le dis, c'est tellement complexe. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Quand tu vas sur des sources, il faut arriver à tout compiler. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de compiler. On en a discuté avec les camarades. Ce que l'on peut remarquer, c'est que oui, on est sur les nouvelles formes de guerre mondiale. On ne voit pas des missiles passer au-dessus de nos têtes tous les matins, mais enfin, on est quand même dans un conflit qui d'ailleurs oppose de façon historique deux impérialismes, l'impérialisme russe et l'impérialisme américain, et aujourd'hui un impérialisme américain qui a décidé de faire une chose très particulière, c'est me semble-t-il, de donner autant de chars aux Ukrainiens qu'en aurait les Russes sur le terrain ou quelque chose de cet ordre-là. C'est sorti aujourd'hui dans une dépêche AFP. Et une déclaration d'ailleurs faite par le président Biden. Bon, la réalité, c'est qu'entre les États-Unis et puis la Russie, il y a l'Europe. Et ça reste sur le territoire européen. Et les premiers à en ressentir les effets véritables, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a des effets, il y a des profiteurs de guerre. Hein. Aujourd'hui, on voit des prix qui machin, il y a des trucs qu'on ne trouve pas, alors qu'on n'est pas obligatoirement encore dans la situation qui devrait générer ça. Mais vu que tout le monde en a parlé, tout le monde a des raisons bien légitimes de faire augmenter ces prix, même s'il y a 3 ans de stock. Mais c'est pas grave, les consommateurs entendent qu'il y a la guerre, donc c'est normal qu'on nous citronne encore un peu plus. Moi, je suis inquiète, en effet, sur ce que aujourd'hui la diplomatie internationale ne soit pas en mesure de venir calmer le game. Voilà. D'accord, très bien. Michel? Non, mais bon, il est évident que les Occidentaux sont en train de faire de l'Ukraine une place forte dans l'OTAN. Une place forte de l'OTAN. Place forte. Une place forte dans l'OTAN. Et d'ailleurs, un moyen d'expérimenter leurs derniers armements les plus sophistiqués. Bon. Biden, effectivement, vient de déclarer qu'il va demander 30 milliards au Congrès américain. Bon. Alors, c'est 30 milliards. Le budget militaire d'Israël, c'est 2 milliards. Le budget militaire de la France, c'est 43 milliards. Bon. Autrement dit, c'est énorme. C'est énorme, absolument. C'est énorme. Bien. Donc, effectivement, les Russes ont utilisé l'expression, effectivement, que c'est une guerre par procuration, et que par conséquent, l'utilisation de ces armes, ils n'ont pas parlé d'armes d'interdiction massive. Ils ont dit qu'ils pourraient riposter de manière foudroyante. Bon. Autrement dit. Bon. Alors, j'ai noté quand même une chose aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus, sur la guerre de l'information. Parce que ce qui me frappe, moi, c'est la manière dont les choses sont présentées. Bien. Sur une des grandes télévisions, et puis toutes c'est pareil, alors BFM TV, CNews, LCI. À peu près à 13h, on nous dit provocation de Poutine. Au moment où se trouve le secrétaire général de l'ONU à Kiev, les Russes ont bombardé Kiev
et on ne sait pas combien il y a de morts, etc. Et un moment après, on interroge un spécialiste militaire qui dit, on lui pose la question, mais est-ce qu'il ne voit pas une coïncidence particulière, etc. Il dit non, parce que depuis plusieurs jours, les Russes bombardent des objectifs militaires, notamment tous les endroits où on peut stocker les nouvelles armes. Et par conséquent, ce n'est pas nécessairement une volonté de Poutine de faire une provocation à l'égard du secrétaire général de l'autre. Et il s'agissait effectivement d'un dépôt d'armes qui se trouve à Kiev. Bon. Autrement dit, je cite ça, et je n'ai pas, moi, accès à des sources d'information, mais j'ai simplement fait fonctionner la contradiction qu'il y a entre deux chroniqueurs sur deux télévisions différentes, bien sûr, qui sont anti-russes. Bon. Donc, mon message est le suivant. Effectivement, je considère que nous sommes en train. À mon avis, on a franchi une étape. On a franchi une étape où, à tort ou à raison, les Russes considèrent que l'OTAN est effectivement entrée en guerre contre eux. Très bien. C'est ça. Philippe, c'est à toi qu'on revient. Ça, c'est dangereux. Très bien. Philippe, c'est à toi qu'on revient à la conclusion. Oui, la situation est particulièrement préoccupante. On pensait à un moment que Poutine n'aurait pas osé attaquer l'Ukraine. Il a osé. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on est entré dans la guerre. Il ne faut pas me raconter d'histoire. OK, les armes arrivent aux Ukrainiens. Les Américains ont pris la tête de l'opération. L'impérialisme est en marche. Et moi, j'ai de fortes craintes quant à l'avenir. Parce que Poutine, dans tout ça, comment il fait marche arrière, je ne sais pas comment il peut faire marche arrière. Surtout que votre ami Macron, n'est-ce pas, a fait disparaître les hauts fonctionnaires de la diplomatie. Une pointe d'humour. Mais la situation là est extrêmement préoccupante. Moi, je suis vraiment très pessimiste. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir accueillis chez vous. J'espère que la passion communicative de Karl, à travers ses envolées, on vous ont permis de rester éveillés. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. À la prochaine semaine au kiosque. Oui, tu veux dire quelque chose? Je voudrais signaler à ceux qui veulent avoir une information différente, parce qu'un journal, c'est pas l'humanité. Courrier international. Le Courrier international, il y a un dossier extrêmement intéressant, en gros, qui dit que ce n'est pas vrai que tous les pays du monde sont contre la Russie. Et en particulier, ils prennent les pays du tiers-monde. La conclusion. Et notamment. Non, parce que. Je m'excuse. T'as pas compris. Je m'excuse. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes dans l'ère dans l'intox. Oui. Et dans l'infox. Bon, alors. Non, mais il faut conclure. Et je conclus. Alors, l'Amérique latine cache mal son soutien à Poutine. Voilà. C'est-à-dire, l'Amérique latine, qui a une majorité de gouvernements de gauche traditionnelle et gauche radicale, les deux types de gauche, non, ils ne sont pas. Ministre. Voilà. Très bien. Écoutez, là, c'est la conclusion définitive après l'intermède de Michel Bronchi sur le Courrier international. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Une bonne soirée. Merci à Grégory pour la réalisation et à la semaine prochaine avec Emmanuel Granier. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.